Bonjour à vous et bienvenue sur l'Ouvre-Bocal, le podcast qui vous donne tous les outils pour sortir réellement du lot dans le brouhaha communicationnel ambiant. En bref, la boîte à outils du communicant qui tourne en rond. Je suis Clémence et aujourd'hui, dans ce 9e épisode, nous allons aborder la stratégie de marque. Pour ce faire, il s'agit d'un épisode un peu spécial parce que j'ai la joie de pouvoir accueillir dans ce podcast Étienne Gigant, qui est le créateur de la roue de la création. Il s'agit d'un outil très intéressant et peut-être assez complexe pour qui ne le connaît pas encore. C'est pour ça que j'ai eu le plaisir de pouvoir lui demander de m'accompagner sur l'explication de cet outil parce que qui mieux que lui peut l'expliquer. Donc comme d'habitude, je vous conseille d'aller télécharger le support écrit en lien avec cet épisode audio. Le support se trouvant en lien dans la description de ce podcast. Est-ce qu'il s'agit d'un modèle, donc qui dit modèle dit schéma. Donc vraiment pour pouvoir suivre toutes les explications ainsi que les exemples donnés, je vous conseille d'aller télécharger le support et de l'avoir sous les yeux durant cet épisode de podcast. Bonjour Étienne. Salut Clémence. Très heureuse de te recevoir dans ce podcast aujourd'hui pour parler de ta roue de la création. Je vais d'abord te laisser te présenter. Comme ça, les personnes qui nous écoutent pourront savoir un peu ton parcours, etc. Bien sûr. Alors, je m'appelle Étienne Gigant, j'ai 34 ans. Et mon parcours en quelques lignes, c'est que après avoir eu un diplôme d'ingénieur, je suis parti vivre à l'étranger en Asie pendant 2 ans. J'ai enseigné le français langue étrangère là-bas. De retour, je suis devenu prof de maths et sciences physiques. Donc j'ai voulu petit à petit me diriger de plus en plus vers l'humain en fait, en devenant prof dans un lycée pro. Et de là, j'ai été encore plus loin vers l'humain en allant dans le développement personnel. Et donc depuis, je me définis comme formateur, coach et chercheur en développement personnel. Parce qu'il y a toute une partie création d'outils dans ce modèle-là. Je suis passionné de développement et en particulier de développement personnel. C'est ce qui m'a amené à créer cet outil dont on va parler. Et outil pour lequel tu fais du coaching et de l'accompagnement ? Voilà, donc je coach des gens à distance et j'utilise cet outil soit en arrière-plan, soit de manière ouverte si la personne le connaît. Effectivement. Et donc là, c'est autant de l'accompagnement personnel que professionnel et de projet, si j'ai bien compris. Alors, le plus souvent, c'est de l'accompagnement personnel, donc du coaching de vie, on peut dire. J'ai aussi accompagné des entreprises, mais un peu plus sur le mode formation. Et puis, de plus en plus, il y a des personnes qui viennent me voir pour des réorientations professionnelles. Donc là, c'est entre le pro et le perso, on va dire, mais c'est au niveau individuel. D'accord. Je sais que ton travail autour de la roue a notamment pu démarrer autour de l'observation et des réflexions autour de l'énéagramme. Est-ce que tu peux nous faire une petite explication rapide pour déjà débuter et mettre un peu planter le décor ? Ouais. Alors, l'énéagramme, c'est traditionnellement utilisé comme outil pour comprendre la personnalité humaine, en particulier la sienne, mais aussi celle des autres autour de soi. C'est un modèle qui présente la personnalité humaine en 9 grandes familles. C'est comme s'il y avait 9 grandes structures différentes de personnalité. Et cet outil a la particularité de se focaliser sur les motivations plus que sur les comportements. Donc c'est un modèle qui va aider à comprendre quelles sont les motivations fondamentales, la raison pour laquelle on fait les choses, plus que les choses qu'on fait. Et la plupart des autres modèles vont se concentrer sur les comportements. Donc là, bien sûr, on va observer les comportements, mais derrière, on va se demander pourquoi est-ce que ça a lieu, et l'énéagramme va permettre de trouver des réponses à cette question-là. Et donc du coup, depuis l'énéagramme, ou si tu as d'autres éléments qui ont pu t'inspirer, qu'est-ce qui fait que tu es arrivé à la roue de la création et la roue de la création que tu nous présentes aujourd'hui ? Alors, depuis le début, j'ai l'impression qu'on présente donc, les 9 types de personnalités un peu comme de manière négative, comme un ensemble de névroses un peu, et l'utilisation classique actuelle de l'énéagramme a été largement fondée par un psychiatre, donc ça peut expliquer pourquoi. Et j'ai cette envie depuis le début, depuis que j'ai rencontré cet outil, comme de redéfinir de manière neutre, sinon positive, chacun des 9 points, des 9 types, pour qu'on puisse pas seulement se reconnaître dans l'un d'eux avec les excès potentiels qu'il comporte,
mais aussi pour aller pouvoir s'inspirer en fait de tous les types, que ce soit celui qui décrit le mieux notre structure de personnalité, mais aussi les autres, puisqu'on porte aussi les 9 en nous. Chaque personne porte les 9, même s'il y a un type qui va être dominant. C'est important que chaque type soit présenté de manière suffisamment positive pour qu'on puisse s'en servir de manière constructive, quoi, s'en inspirer. Et donc la roue, en fait, au départ, c'était une volonté de présenter les types d'une manière positive pour dire aux gens allez développer le point 3, le point 6, le point 8, etc. Et puis en développant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de logique en cycle qui permettait de relier les types entre eux pour aboutir à une méthode par étapes, en fait, où on va passer par les points un par un, et ça va nous permettre de développer des projets. Alors, quel que soit ce qu'on veut développer, hein, ça peut être du développement personnel ou du développement de marque ou d'autres types de développement, qui va passer par tous les points, chacun ayant sa spécialité et sa ressource à apporter, et puis qui, à travers un cycle comme ça, qui passe par tous les points, va permettre de se développer. Donc voilà un peu le cheminement qui m'a amené à la roue de la création telle qu'elle existe aujourd'hui. Et donc du coup, si j'ai bien compris, c'est de passer d'une étiquette qu'on se colle ou une case dans laquelle on rentre à Oui. juste une identification de comportement pour pouvoir se développer soi-même. Ouais. Et accepter aussi, si on parle d'excès, etc., on a un peu tous en nous Oui. ces typologies d'excès, et donc peut-être que d'accepter et d'ouvrir cette boîte, c'est d'essayer aussi de comprendre ce qui se passe chez les autres. Oui. Alors on n'a pas forcément tous les excès, mais disons que pour que quoi que ce soit se développe, et donc pour que quoi que ce soit existe, puisque ce qui existe de fait progresse d'une certaine manière vers quelque chose, il y a forcément un minimum de ces 9 points. Donc l'idée c'est de passer d'une vision où on se retrouve dans une catégorie, c'est ce que font les modèles de personnalité classiques, et c'est l'utilisation classique de l'énéagramme, qu'on appelle énéagramme des personnalités, vers une vision où on va dire le point 2, par exemple, il sert à ça, sa raison d'être c'est ça, et donc je vais m'en servir pour ce qu'il a de meilleur à donner. Et si je m'en sers pas, il va manquer quelque chose à mon développement. Ou si je m'en sers d'une manière faussée, ou on va dire maladive, hein, si on rentre dans la psychologie, mais on pourrait dire d'une manière incohérente ou quelque chose comme ça, et bah ça va avoir tendance à grincer. Donc le développement va être moins harmonieux, on va bloquer à certains endroits, et on a tous tendance à bloquer à certains endroits, que ce soit au niveau individuel ou collectif pour les entreprises. Il y a toujours des choses qui sont plus difficiles. Donc on va pouvoir se concentrer sur ces points pour les développer de manière harmonieuse. Et la roue de la création va aider à ça. Donc là, c'est juste une question de curseur au bon moment et comprendre le fonctionnement global. C'est ça. Diagnostic, on va dire, et puis ensuite pouvoir orienter son énergie sur les points qui requièrent plus d'attention. Du coup, comme on parle de toutes ces facettes et ces 9 points, est-ce que tu peux nous présenter un peu cette fameuse roue de la création ? Ok, alors la première chose qu'on peut dire, vraiment dans les grandes lignes, c'est qu'il s'agit d'une alternance, et si vous avez la roue de la création sous les yeux, vous voyez qu'il y a une partie gauche et une partie droite. Je vais commencer par l'aborder comme ça. Si je peux te couper 2 petites minutes juste pour l'explication, effectivement, il y a comme d'habitude le support écrit à télécharger en cohérence avec le support audio, et allez prendre le support parce que ça vous permettra de comprendre ce que va nous expliquer Étienne, parce qu'on va avoir le support sous les yeux et pouvoir vraiment suivre le processus et après faire l'exercice qu'il va nous proposer et l'exemple qu'il va nous proposer. Excuse-moi. Ouais. Effectivement, si vous n'avez pas le support sous les yeux, ce sera un peu difficile à suivre. Donc si vous voyez la roue de la création, vous voyez qu'il y a comme s'il y avait 2 sous-roues. Il y a une petite roue à gauche et une petite roue à droite. Et ça, c'est peut-être la première chose qu'on pourrait dire de manière très globale. La petite roue de gauche, c'est ce qui concerne la vie intérieure, tout le travail intérieur que j'ai appelé conception.
Et la roue de droite, c'est tout ce qui concerne le travail extérieur, dans le monde extérieur, que j'ai appelé réalisation. Et il y a une sorte d'alternance comme ça, entre ce qu'on va faire à gauche et qui concerne le sens des choses, l'âme, on pourrait dire, qu'est-ce qu'on veut faire, qui on veut être, c'est tout ce qui concerne l'identité, l'être, les valeurs, le sens. Et puis la partie de droite, où là on va aller au contact d'autres acteurs, ou des clients, des partenaires, etc., pour sentir le frottement de l'identité qu'on a conçue, et voir quel type d'expérience est-ce que ça génère, quel type d'impact, et pouvoir se faire un feedback concret, quoi. Et à partir de là, on va pouvoir retourner vers la conception et faire des ajustements. Donc il y a des allers-retours comme ça en cycle ou en spirale, on pourrait dire, entre une vie intérieure qui est un peu plus hors contexte, et puis une vie extérieure, là où on plonge dans un contexte. Donc ça, c'est la première chose qu'on pourrait dire. Ce qu'on peut remarquer aussi, la deuxième chose, ce serait que ça utilise les trois énergies du corps, du cœur et de la tête. Donc c'est vraiment les trois énergies fondamentales du développement humain. Et ça, on les voit verticalement. Toute la partie du haut en rouge, c'est ce qui concerne le cœur. La partie du milieu, c'est ce qui concerne le corps. Et la partie du bas, en vert, c'est ce qui concerne l'esprit, le mental, l'intellect. Voilà, je mets tout ça ensemble. Et si je vais un peu plus loin dans la précision, on a, c'est comme si on avait 4 zones. Il y a la gauche, la droite, et puis entre les deux, qui vont faire la continuité entre la gauche et la droite que je viens de décrire, il y a le haut et le bas. Le haut étant le travail du cœur ou de la motivation, et puis le bas qui est le travail de l'intellect ou du questionnement. Donc on a ces 4 points cardinaux qui sont synthétisés par les points 1 à gauche, 3 en haut, 8 à droite et 6 en bas, où si je les décris rapidement dans l'ordre, alors il n'y a pas de début, il faut bien choisir un point pour démarrer. On va commencer par le 1 à gauche. En 1, on va définir ce qu'on veut. En 3 en haut, on va désirer réaliser ce qu'on a décidé en 1 à gauche. Donc en 3, on va désirer, on va viser des objectifs. En 8 à droite, on va réaliser ces objectifs. On va réaliser ce qu'on a conçu. Et puis en 6 en bas, on va évaluer, on va se faire une sorte de feedback de la manière dont ça s'est passé, puis on va se poser des questions à partir de là, et ça va nous permettre de retourner au point 1, vers une nouvelle conception qui sera en général légèrement différente, ou très différente éventuellement. Donc ça, c'est un peu un deuxième niveau de détail. Et puis on a ensuite 4 points qui sont des points charnières ou des points de transition, qui sont les points 7. Donc si je vous fais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, après le point 6 en bas, on a le 7 qui mène le 6 vers le 1, et qui est un peu l'énergie du brainstorming, si je le dis rapidement. On va ouvrir les possibles. Ensuite, on a le 4 au-dessus qui fait le lien entre le 1 et le 3. Le 4, c'est le point où on va contempler ce qu'on a conçu pour sentir si ça nous parle et si c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de réaliser. Donc c'est le point de la contemplation, de la recherche de beauté, de sens. Voilà. On a le point 2 ensuite qui fait le lien entre 3 et 8. Le point 2, c'est le point où on va aller questionner la contribution à l'autre. Donc de quelle manière est-ce que ce qu'on a conçu et qu'on va mettre en production, ça va rentrer en partage avec les gens. Ça va rentrer en contribution pour des besoins concrets existants dans le monde. Donc si on veut rentrer dans le monde avec un produit, il va falloir que ça résolve des choses pour des gens. Donc ça, c'est au point 2 qu'on va s'occuper de ça. Et puis enfin, le point 5 en dessous va faire le lien entre le 8 et le 6. Et le point 5, c'est là où on va observer simplement, à la façon d'une caméra, comment ça s'est passé. Et on va pouvoir tracer un retour de la manière la plus neutre possible sur la manière dont ça s'est passé. Donc c'est des points charnières, ça. Voilà. Voilà un petit tour de la roue. Et du coup, tu nous avais parlé des 9 facettes, des 9 points.
tu nous en as pas parlé du 9e là. Effectivement, alors le point 9, il est au milieu et il a une place particulière, c'est que c'est le centre de la roue, donc c'est pas un point qui tourne, c'est-à-dire il fait pas partie des étapes à proprement parler. C'est pas une étape, il est un peu tout le temps présent et du coup jamais spécialement présent. Le point 9, c'est le point qui s'occupe de faire en sorte que les 8 autres ne se disloquent pas. C'est le centre de la roue. Si vous avez une roue de vélo par exemple, il y a un moyeu au milieu, il y a un point qui va tenir tous les rayons ensemble. Si vous retirez ce point-là, la roue elle se détruit. Donc le point 9, c'est le point de la cohésion, de la cohérence, de la communion, on pourrait même dire, entre tous ces points-là. Et en fait, quand on fait un tour de roue et qu'on cherche à faire en sorte que tous les points soient harmonieux entre eux, c'est-à-dire ne soient pas en conflit, que vous n'ayez pas un point 1 qui est en conflit avec le point 3 ou le point 5, et ben c'est le 9 qui va s'occuper de ça. Il fait une sorte de médiation entre tous les autres points. Donc il est toujours un peu présent, capable de se mettre à la place des autres, faire en sorte que l'harmonie soit dynamique et fluide. Voilà. Je te remercie pour cette explication qui était peut-être un peu rapide mais assez claire en tout cas. Alors je sais que c'est un modèle qui est assez complexe dans le sens où chaque point et surtout et notamment les points de transition ont vraiment tout un détail qu'on peut observer et si on prend vraiment le temps, on va pas aller sur ce terrain-là sur cet épisode pour ne pas être trop long. Du coup, juste je vous engage à aller voir notamment la chaîne YouTube d'Étienne au nom de Uniliance. Donc Uniliance. Je vous mettrai comme d'habitude le lien dans la description du podcast et sur le site. Mais du coup, pour un peu mieux comprendre tout ça en action, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple et notamment si on est dans la communication pour reprendre un peu le sujet du podcast Ouais, bien sûr. Alors, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas, on peut rentrer dans la roue à n'importe quel point. Mais j'ai l'habitude de rentrer par le mental, donc ce serait le point 6, si on reprend juste les points cardinaux. De rentrer par le mental parce qu'en général, quand on se sert d'un outil, c'est un outil mental là, et du coup c'est le moment où on se met autour d'une table pour réfléchir, et donc c'est judicieux de commencer par cet endroit-là. Donc je vais faire un petit tour en passant par les points cardinaux et les points charnières rapidement avec l'exemple d'une marque qui existe déjà et pour laquelle on va vouloir modifier quelque chose. Voilà, c'est-à-dire on va faire un tour de roue, ça signifie faire évoluer d'une certaine manière l'objet en question, donc ici la marque. Donc en général on rentre en jeu, enfin on rentre dans la réflexion avec le point 5, moi j'ai l'habitude de faire ça comme ça. Il fait suite au point 8 où il y a quelque chose qui a eu lieu, c'est-à-dire on a déjà de l'expérience, et au point 5 on va simplement noter, observer ce qui s'est passé. Donc, comment est-ce que les gens ont réagi? Quelles sont les réactions, les remarques, les retours qu'on a tendance à recevoir et qui parlent de cette marque? On va juste noter les choses en 5. Ensuite, en 6 derrière, on va évaluer ce feedback. Et ce qui va être important en 6, ça va être de faire ressortir une question, une problématique, c'est-à-dire à partir de ces données qui ont été révélées en 5, on va tirer une problématique. Donc là, c'est vraiment l'art de la question. Plus la question est bien formée, et plus la réponse est facile à trouver. Qu'est-ce qu'on veut à partir de là? Est-ce que les retours qu'on a eus, est-ce qu'on en est content ou pas content? C'est le premier type d'évaluation. Est-ce que c'est cohérent à ce qu'on a voulu faire? Est-ce qu'il y a eu des surprises? Est-ce qu'il y a eu des retours, peut-être des retours éventuellement positifs, même sur des points qu'on n'avait pas anticipés? Voilà, tout ça, on va essayer d'évaluer et d'en tirer une question au point 6. Le point 7 qui suit, c'est le point où on va casser les lignes. Quand on dit « think out of the box », c'est vraiment le point 7. On va ouvrir en mode brainstorming, pour essayer de penser les choses d'une autre manière. C'est là qu'on va dire « et si on regardait autrement ?» On changeait de perspective, donc toujours bien à partir de la question qui a été formée en 6. Donc, si je suis bien ton raisonnement, ça veut dire qu'en 6, on se pose la question soit est-ce que ça m'a convenu à ce moment-là, même si ça m'a convenu,
est-ce que je peux apporter quelque chose de supplémentaire et faire évoluer? Et si ça ne m'a pas convenu, à ce moment-là, je refais le processus. Mais même si on veut évoluer, on avance sur ce point 7 pour commencer ce Voilà. processus de réflexion. Alors, si au point 6, on est complètement satisfait, en général, on ne va pas vers le point 7, c'est-à-dire que du point 5, on retourne vers le 2, il y a une sorte de raccourci. Tant qu'on est complètement satisfait de ce qui se passe, c'est important de se poser la question de temps en temps, comment est-ce qu'on évalue ce qui est en train de se passer? Si tout va bien, on continue, en fait, on ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit, on va continuer comme avant, la production ou la réalisation de cette marque telle qu'elle est aujourd'hui. Mais en général, et notamment parce que le monde change, il va y avoir en cours de route des modifications à faire, parce que la marque elle est vivante et elle va rester vivante avec le monde qui est vivant autour. Donc régulièrement, il y aura en 6 quelque chose qui va paraître un peu incohérent. On va dire, là, il y a quelque chose qui pourrait être mieux. Donc on va soulever ça en 6, et en fait, on va ouvrir le champ des possibles pour générer de nouvelles idées. D'accord. C'est pas le point où on va arrêter vraiment une idée ou une conception, ça va être le point suivant, mais le point 7, on va d'abord ouvrir les idées. C'est le point où on prend des vacances, et là, il y a plein d'idées nouvelles qui arrivent. Ou après une bonne nuit de sommeil, ou voilà, c'est ces moments où on fait autre chose, et tac, il y a émergence de quelque chose. Le point 1 ensuite, c'est le point où on va poser un cadre. Ouais. Pardon, au niveau du point 7, du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais qu'en off, tu m'avais parlé d'un tableau pour faire écrire ces valeurs. Oui, alors le protocole que j'utilise en général, c'est qu'au point 7, c'est vraiment le brainstorming en fait, où on va faire sortir plein d'idées, on va tout noter pour les avoir en tête. On va faire sortir un peu tout ce qui vient. C'est important en 7 de libérer la pensée. Donc là, concrètement, c'est du brainstorming d'équipe ou individuel. Et notamment, j'encourage en 7 peut-être à faire autre chose, à aller faire une course à pied. Souvent, il y a quelque chose qui se dénoue dans l'esprit quand on change de cadre, on change d'environnement. Quand il y a de l'espace. Il faut qu'il y ait de l'espace, exactement. C'est pour ça qu'il arrive que les créateurs trouvent leurs meilleures idées dans les moments où ils ne sont pas sur l'ordinateur en train de bosser. Ce sera plutôt en faisant la vaisselle ou une course à pied. Voilà. Donc après, chacun trouvera sa méthode, mais il faut ouvrir l'espace pour favoriser l'émergence de nouvelles idées. C'est vraiment le point de l'innovation. D'accord. Le point 1 ensuite, c'est le point où on va arrêter quelque chose. Sur tous les possibles et toutes les idées qui seront sorties, on va arrêter, on va formaliser. Donc c'est comme si sur la toile qu'on aura dessinée, on va poser un cadre à un endroit et on va dire le tableau, c'est ça. Donc on arrête quelque chose. Et là concrètement, il s'agit d'écrire en condensé la fondation de la nouvelle idée. Et en termes d'identité, c'est vraiment le point de l'être, le 1. Donc en l'occurrence, si dans notre feedback il y a eu les gens réagissent bien à la marque sur tel et tel point, et en même temps il y a des critiques sur tel autre point, ou bien le monde bouge dans tel sens et on aimerait bien toucher tel type de population, et qu'il y a des idées qui ressortent à partir de là, en 1, on va chercher à formaliser, définir les valeurs qui sont derrière l'innovation et la nouvelle identité, on pourrait dire. Donc par exemple, l'écologie, qui est une valeur qui est souvent utilisée par les marques. On peut y avoir l'écologie, la rapidité, la fiabilité. Voilà, il y a une infinité de valeurs possibles. Ce qui compte en 1, c'est vraiment de les écrire pour qu'elles soient très claires. La solidité du point 1, c'est ce qui va servir de référence ensuite à toute la réalisation qui aura lieu derrière. Donc si c'est pas bien clair, notre action ensuite va être floue. On ne saura pas trop à quoi s'en tenir, quelle est notre référence interne. Donc en 1, on va s'occuper de bien la définir. Voilà, je continue le petit tour. En 4, une fois qu'on a arrêté, on va dire, une définition, en 4, on va la contempler pour être sûr que cette définition, elle nous correspond bien.
si on définit une marque d'une manière qui, d'après les sondages, va plaire à certains types de personnes, mais qui ne nous fait pas vibrer, qui ne fait pas vibrer les porteurs de la marque, en général, j'ai l'impression qu'on ne s'occupe pas beaucoup de ça dans le monde de l'entreprise, de vibrer soi-même à ce qu'on apporte au monde. Je crois que c'est une erreur, parce que c'est ça qui va garantir que quand on va vendre des choses, qu'on va présenter cette marque au public, le public va sentir qu'on est convaincu par ce qu'on propose. C'est le point 4 qui va s'occuper de ça. C'est le point où on va contempler ce qu'on a conçu et qu'on va pouvoir sentir dans son cœur que ça fait sens et qu'il y a de la conviction derrière. On se dit oui, ça me parle, j'ai envie de porter ça. Il y a quelque chose de vocationnel ou d'identitaire. Donc ça, c'est ce qu'on va faire au point 4. Et ça va être l'entrée dans la phase de motivation, de propulsion. Donc là, concrètement ici, il s'agit de regarder ce qu'on s'apprête à produire en termes de définition de la marque. Donc une fois qu'on a écrit la raison d'être et les valeurs, on les regarde et on questionne le cœur. Donc est-ce que ça me fait rien du tout? Ça me fait un effet bof? Est-ce que c'est banal? Auquel cas, on va retourner en 7 et puis on va essayer de trouver quelque chose qui soit plus convaincant. Ou bien est-ce que ça m'allume le cœur? Est-ce que ça me fait « Ah oui, j'ai très envie de porter ça au monde parce que je trouve qu'il y a des très belles valeurs et que c'est porteur de sens ». Et dans ce cas-là, on aura de l'énergie pour aller le porter au monde. Et de le porter de façon authentique. Tout à fait, exactement. C'est ce qui fera que la vente sera authentique et animée de sentiments réels, quoi. Voilà. Une fois que ce point 4 il a été validé, on va naturellement arriver en 3, où là on va se projeter dans des objectifs ou des défis. Donc c'est le point de la propulsion, je l'ai appelé ambition. Donc c'est là où on va viser des lignes d'arrivée. Donc là très concrètement, il s'agit de se fixer des challenges ou des défis. Alors les plus simples qu'on trouve en général, c'est des défis de chiffre d'affaires. On va dire, on veut produire tel chiffre à telle échéance. Mais il y a vraiment un très grand nombre de défis possibles. Ça peut être, on veut faire tel et tel salon cette année, on veut paraître dans tel magazine, on veut inviter telle personnalité à parler avec nous, à parler de nous, tout ce qu'on peut imaginer ici, et qui servent à propulser ce qui a été conçu en 1. C'est la conception. C'est important en 3 de ne pas propulser des choses qui sont décalées de ce qui a été décidé dans la conception. Donc là, on se fixe des objectifs qui soient concrets, notamment posés dans le temps, c'est-à-dire il faut qu'on puisse se dire après on a réussi ou on n'a pas réussi. Et on le dit souvent, mais je vais le redire ici, les échecs sont très constructifs, donc même si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On recommence ensuite avec un autre objectif, mais c'est important d'avoir des objectifs pour viser des choses concrètes et que ce soit structurant. Et que cet objectif qu'on se fixe, ou ces objectifs, qu'ils soient suffisamment difficiles pour que ce soit stimulant, qu'il y ait de l'enjeu, quoi, et en même temps suffisamment facile pour qu'on y croit, que ce soit pas décourageant. Donc le juste degré de défi à se poser pour avancer. Suite à ça, on va arriver au point 2, qui est le point par lequel on entre dans le monde extérieur. Donc jusqu'ici, on était encore en quelque sorte dans les coulisses. Le point 2, c'est le point où on va commencer à se relier au monde, et on est encore dans le cœur, on est encore dans l'énergie émotionnelle ou motivationnelle. Et le point 2, c'est le moment où on va se mettre à la place du client, on va se mettre à la place des gens qui vont pouvoir profiter de cette marque, à qui ça va bénéficier. Donc c'est à la fois les clients, les partenaires et les gens du monde extérieur, mais aussi nous-mêmes, parce qu'on profite nous-mêmes de cette marque. Et donc c'est le point où on va parler de contribution. Comment est-ce que cette marque contribue? Et éventuellement aussi comment est-ce que d'autres pourraient contribuer à cette marque. Donc comment est-ce que on va créer du relationnel autour de cette marque. Voilà. Et c'est notamment
C'est le point du marketing aussi, puisque c'est dans le marketing, on va essayer de se mettre à la place d'une cible de clientèle, pour essayer de sentir de quoi est-ce que cette cible a besoin et en quoi est-ce que notre marque, telle qu'on l'a conçue en attention de jamais se décaler de ce qu'on a conçu, quel langage on peut utiliser ou quelle manière on peut utiliser pour qu'elle réponde au mieux, elle se connecte au mieux aux personnes à qui elle peut bénéficier. Donc c'est vraiment un point important, c'est le point qui fait qu'on va se relier à des gens réels, quoi. Donc là, c'est un peu Voilà. quelque part on peut dire ça un peu les garde-fous. C'est-à-dire que même si on a des valeurs à apporter, Oui. on peut prendre le pouls des personnes qui connectent et relationnent avec la marque pour savoir si c'est bien reçu de la manière dont on a envie et dont on avait voulu au point 1. Exactement. Et notamment, j'ai pas précisé ça, mais au point 1, c'est important de se démarquer aussi, c'est-à-dire que la conception de la marque, il faut qu'elle soit un minimum unique ou spéciale pour que l'identité soit forte. Si cette marque-là véhicule exactement la même chose que 10 autres marques, l'impact sera faible. Et le point 2, c'est l'autre facette où si on est trop spécial, les gens vont pas comprendre ce qu'on apporte. C'est comme une innovation qui est trop en avance ou trop décalée du monde, de la culture ambiante. Ça va pas fonctionner. Donc le point 2, c'est le moment où on va se mettre à la place des gens, comme pour observer notre propre marque depuis les yeux de l'autre, et voir ce que ça fait, et s'assurer qu'il y a une accroche émotionnelle. Et d'ailleurs, ça peut être difficile pour le concepteur de la marque de savoir quel effet ça fait, puisqu'il a vécu la construction de l'intérieur. Donc c'est là que ça peut être bien d'aller questionner des personnes qui sont proches, des sortes de testeurs, des gens qui n'ont pas conçu la marque, mais qui vont pouvoir faire des premiers retours en disant là tu as choisi la couleur rouge, ou alors tu as choisi tel slogan, et moi ça m'évoque telle chose et ça me fait un effet pas terrible, ou bien au contraire génial, ça me fait tel effet. Voilà, avoir un premier feedback. En tout cas, on n'a pas encore un feedback réel, puisque c'est au point 8 qui est après le 2, où on va vraiment rentrer en production. Mais en 2, on va commencer à se mettre à la place de l'autre pour choisir son langage. Et savoir, notamment si on fait une affiche ou qu'on se crée un discours à donner dans un salon aux gens qui viennent, on va répéter 500 fois la même chose. Et au point 2, on va essayer de se créer un discours qui soit impactant, quoi. Et ça demande de se mettre à la place de la personne qui va l'entendre. Donc c'est là qu'on va faire ça. C'est le point de la vente, on pourrait dire. La publicité. Et ensuite, au point 8, c'est le point où on va agir concrètement. Donc c'est vraiment le point du passage à l'acte. Donc c'est le plus simple, et en même temps, c'est parfois celui qu'on repousse le plus, où on trouve plein de raisons de ne pas y aller, parce que c'est là qu'on va sentir les choses pour de vrai. Donc c'est le moment où on va se mettre devant les clients, on va vendre vraiment le truc, on va mettre la marque en production. Donc ça peut être le lancement d'un site internet, d'une page de vente, prendre une place dans un salon ou dans une conférence. Voilà, c'est le moment où concrètement on va se frotter au monde et on va mettre en production tout ce qui a été construit, dans le langage qu'on a imaginé être le meilleur. Et en 8, on va vraiment se focaliser sur les impressions que ça donne. Au moment où je suis en conférence pour parler de ma marque, par exemple, je vais essayer de sentir comment les gens réagissent en face. Comment je me sens moi déjà, et puis comment est-ce que les gens ont l'air de se sentir en face. Comment ça se passe aussi concrètement, quels sont les gestes qui ont lieu. C'est vraiment un point du corps, le 8. Qu'on se concentre sur l'instant présent de l'expérience. Et de la manière la plus franche et claire possible. Là, on cherche à pas se voiler la face, on vit le truc à fond, on met en pratique et on sent ce qui se passe. Et ça permet ensuite, de retour au point 5, de se faire une représentation mentale de ce qui s'est passé. Donc le point 5, c'est le moment après la conférence ou après le salon, on va débriefer un peu et se dire tiens, j'ai vu qu'il y a eu ça. On va mentaliser un peu l'expérience qui a eu lieu en 8 pour en tirer des faits un peu marquants, quoi.
Et puis de nouveau, donc soit en 5 c'est suffisamment clair et on peut déjà évaluer ce qui s'est passé et faire des ajustements, soit on n'a pas suffisamment d'infos claires, donc on va retourner au point 2 pour retourner en production. Ça après là c'est des subtilités de la roue, c'est plus détaillé, je vais peut-être pas rentrer là-dedans, mais en tout cas en 5 on va pouvoir mentaliser un peu comment ça s'est passé et puis refaire des ajustements en refaisant des tours de roue. Voilà un petit peu comment on peut se servir de la roue de la création dans l'exemple d'une marque. Pour reprendre un peu tout ce que tu as évoqué, vous trouverez sur le support les questions formulées par étapes en reprenant l'exemple que Étienne vient de donner. Comme ça, vous pouvez avoir l'espace de répondre vous-même aux questions quant à votre processus, par exemple. Eh bien, je te remercie vraiment beaucoup pour toutes ces explications. Avec plaisir, merci à toi. Et puis avant de conclure, je voulais un peu dire où est-ce qu'on peut retrouver tes actualités. Oui, alors sur Instagram en premier, c'est là que je poste du contenu un peu quotidien. Sur Facebook aussi, pour le même type de contenu. Et puis enfin sur la chaîne YouTube, c'est l'endroit où j'ai l'espace un peu plus de développer des idées en lien avec l'énéagramme et la roue de la création. Et puis il y a un écho de tout ça sur le site web où il y a aussi des ressources en termes des services que je propose, donc formation, coaching, il y a une formation en ligne aussi qui est en cours de publication. Voilà. Et puis de toute façon, donc toutes ces actualités, je vais les mettre en lien dans la description du podcast et sur le site. Comme ça, vous pouvez vraiment aller tout consulter et vraiment plus creuser tout ce qu'Étienne a pu expliquer aujourd'hui. Parce qu'on a voulu un peu faire concis pour que ce soit quand même abordable. N'hésitez pas à aller creuser parce que le processus est vraiment complexe. Et comme je vous disais, même dans toutes les explications qu'Étienne a pu redonner, on a pu déjà distinguer des points qui ressemblaient à des piliers qu'on a pu évoquer, comme la vocation avec l'ikigai, comme la contribution avec tout ce qui était insight, etc. Donc ça, c'est la marque qui relationne. Voilà, et tout au long de la roue, on a pu déjà retrouver des points. Donc comme je disais dans l'épisode précédent, n'hésitez pas à reprendre la roue et à refaire les 5 piliers avec tout le processus de chaque point. Eh bien, merci beaucoup pour cet épisode. Formidable, merci pour cette occasion. Avec grand plaisir, parce que je trouve que c'est vraiment un outil très complexe, mais à la fois, je trouve, quand tu expliques comme ça, assez compréhensible au final, et puis vraiment d'avoir le schéma sous les yeux en même temps, tout devient clair et on commence à découvrir même des mots quelque part qu'on n'avait pas pu voir, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations, mais tout est compréhensible et au final, voilà, avec les explications, on arrive à tout retrouver et à tout comprendre. Ok, formidable, merci. Merci beaucoup, et du coup, je vous dis à bientôt dans un autre épisode. À bientôt, au revoir. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, je vous dis un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre application de podcast favorite, ainsi que de partager ce contenu à toute personne susceptible d'être intéressée. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de mon compte Instagram ainsi que les ressources présentes sur mon site, tous les deux en lien dans la description de ce podcast. J'y partage astuces, contenus qui m'ont aidé à développer les sujets, ainsi qu'un ensemble de ressources intéressantes et complémentaires pour vous faire poursuivre votre quête. Je vous donne rendez-vous sur mon site pour avoir toutes les informations. À bientôt!